1961, les multinationales d'agrochimie avaient commencé à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire. Mais ils n'avaient pas pris le contrôle de la semence. Et la semence, c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. À partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté 1 millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien, à partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacés par des hybrides F1, qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif, parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans, vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente. C'est l'idée diabolique des fabricants de semences, c'est je prends un parent tout petit, un autre parent tout petit, qui vaut rien, les deux valent rien, et je fais des essais jusqu'à ce que 2 parents minables donnent un hybride magnifique. Et ça, je vais le vendre à l'agriculteur. Parce que c'est comme ça, quand il va replanter, et que les graines des parents viendront, il aura des trucs minables, donc il ne pourra pas gagner sa vie. Donc je le coince, comme ça je l'étrangle. Donc c'est complètement diabolique l'idée de l'hybride. En Inde, il y a tellement de paysans qui déposent le bilan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident, soit individuellement, soit collectivement, ou bien ils vont s'entasser dans les bidonvilles, ou bien ils deviennent journaliers sur leur propre terre qu'ils ont vendue soit à Cargill, soit aux banques, pour rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour payer l'agrochimie et les semences d'OGM ou les semences hybrides F1 qui valent très très cher sur le marché, alors qu'avant, les paysans avaient accès à leurs propres semences qui refaisaient d'année en année. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on allait tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande, de bourrer le crâne aux gens que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux, les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais. Voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusarios, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Hein. Ils sont tout gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, vous voyez, ils sont très courts. Hein, autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, il tombe par terre. Pour qu'il tombe pas par terre, ils les raccourcissent, ils leur foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri, quoi. On fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades. Et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Tu enlèves la chimie, les fertilisants de synthèse de certaines régions françaises. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. Parce que la Terre, elle est morte. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas dans un désert comme le Sahel, mais on vit dans un désert virtuel. Parce que la Terre, elle a déjà tout donné, puis elle est brûlée, elle est morte. Elle ne donnera plus rien. Elle ne donne que parce qu'on met du fertilisant de synthèse. Les insecticides, ça tue tout ça. Ça tue tout ça. Tout ça, c'est massacré par les produits chimiques qu'ils mettent dans les sols, quoi. Tout ça. Tu vois, la porosité du sol, c'est ça. Ça, c'est les crottes, c'est leurs crottes. C'est pour ça que quand tu marches en forêt, tu as l'impression de marcher sur un matelas, tu vois, sur de la moquette, parce qu'il y a toutes ces crottes de ces animaux qui sont empilées les unes sur les autres et qui aèrent énormément le sol. C'est pour ça qu'une forêt, elle peut boire les plus gros orages du monde, il n'y aura jamais d'érosion en forêt, parce que la pluie, quand elle tombe sur cette structure de crotte, l'eau rentre immédiatement dans le sol et va pouvoir nourrir les nappes phréatiques. Alors que quand tu as labouré, tué la terre, lissé, l'eau ne peut plus rentrer, ça fait des érosions, inondations, les rivières qui débordent, etc. Et on accuse la pluie. Alors que c'est parce qu'on a tué les sols. J'ai fini mes études, moi, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Et là, à l'agro, j'étais horrifié, quoi. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, où on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, parce qu'elles sont à des niveaux de densité qui est insupportable.
Les poulets, on est obligé de leur couper le bec supérieur, sinon ils se déchirent la peau. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes, parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, fallait chauffer les bâtiments, et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Ils ont essayé de faire des œufs carrés. Si on aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger. Mais là, ils n'y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. Des hommes fous. En Costa Rica, j'ai vu les bébés qui commencent à naître sans jambes et sans bras. Parce que, en fait, dans les cultures d'ananas, eh bien, ils utilisent tellement de que les ouvriers agricoles en sont imprégnés. Et puis, au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans le fameux catalogue national français du CNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, si tu ouvres la page à la rubrique tomates, les hybridés fins totalisent 99,5% du catalogue national pour les tomates. Et si tu ouvres la page aux melons, aux courgettes, aux brocolis, aux choux, parfois on est, au jour d'aujourd'hui, à 100% de variétés hybridées fins. Et donc il est interdit de commercialiser, de cultiver, de distribuer des semences de toute variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale. Et en France, non seulement il est interdit de commercialiser des anciennes variétés non inscrites sur la liste nationale, mais il est interdit d'échanger et de donner des semences par la législation. C'est pour ça qu'on nous harcèle depuis quelques années au tribunal. Nous étions attaqués par le CNIS, donc le ministère de l'Agriculture, et par le lobby des semenciers, la FNPSP, qui est la Fédération des semenciers industriels. En l'espace de 2 ans, on est à peu près à 90 000 € de frais judiciaires, plus les pénalités. Malgré cela, eh bien, Cocopelli, dans ses clients, a la mairie de Bordeaux, la mairie de Poitiers, la mairie de Paris, le Muséum d'histoire naturelle, le parc du Luberon sont nos clients depuis 8 ou 10 ans. Ils nous achètent tout un tas de semences. L'an passé, on a eu une commande du Conseil général de la Guadeloupe, je crois, de 5 000 €, par exemple, de tomates illégales et de semences illégales. Donc, c'est un canular. Les plus grands restaurants de Paris, dans lesquels mange toute la bourgeoisie, de droite, de gauche ou de centre, ne mangent que des tomates anciennes, fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en semences chez Cocopelli. Alors les pouvoirs publics disent oui, mais c'est pour la protection du consommateur. Notre première question, c'est pourquoi il n'existe pas un catalogue des camemberts ou un catalogue des chaussettes ou des réfrigérateurs. Seconde question, c'est est-ce que ça ne serait pas plutôt pour la protection des multinationales qui ont confisqué la totalité du vivant en Europe. Les agriculteurs français sont subventionnés par Bruxelles pour détruire le peuple français à petit feu. Et nous, on est harcelés par les pouvoirs publics parce qu'on distribue des variétés anciennes de légumes. Quand tu vois les résultats de l'IFEN, le niveau de pollution de nos eaux françaises, 95% des cours d'eau sont pollués par 240 substances, qui avant tout sont les produits de l'agriculture. On met les bandits et les gangsters en prison, mais quand est-ce qu'on mettra les empoisonneurs publics aussi en prison? Monsanto, c'est quand même l'entreprise qui a fait l'agent orange, qui fait qu'il y a toujours des milliers d'enfants qui naissent à Normaux au Vietnam. Premiers empoisonneurs de la planète, vous inquiétez pas, ils ont tout le soutien politique autour d'eux. C'est terrible, mais c'est comme ça. Nous, quand on a mis au point notre méthode d'activité biologique des sols, si on avait été voir Rhône Poulain, en disant voilà, on est en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous pouvez financer notre recherche? Le mec, il nous a dit ouais, c'est ça, on se téléphone, on se fait une grosse bouffe. Aucune chance, vous n'avez aucune chance d'obtenir des fonds pour montrer que les produits chimiques tuent les sols. Aucun scientifique ne peut avoir des fonds là-dessus. Donc aucun scientifique ne travaillera là-dessus. Parce qu'il n'aura pas de fonds. Personne ne le paiera. Et comme l'État ne veut plus payer les chercheurs, il faut qu'ils se débrouillent pour aller chercher des fonds, sinon il n'y a pas de recherche. Eh bien c'est fini, la recherche est vendue. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui gêne l'industrie ne sera jamais étudié sur le plan scientifique. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus de recherche possible qui va contre les grands intérêts, le système se casse la gueule, il s'effondre, il est en train de s'effondrer. Les recherches fondamentales qui devraient être faites en ce moment sur la vie des sols ne peuvent plus être faites. La culture OGM est la culture la plus polluante qui existe sur la planète. Et les gars vous le vendent en disant que ça va protéger l'environnement, quoi. C'est le mensonge absolu, quoi. Nous, on travaille en Argentine, on a vu multiplier par 4 la consommation d'herbicides avec les OGM par rapport aux cultures traditionnelles. Et surtout, les OGM ont un autre objet. Ils servent de cheval de Troie à des gens qui ont comme projet de s'approprier le patrimoine génétique de la planète, de s'approprier ce qui est notre bien commun, tous. Et alors, ils ont été terriblement vexés. L'orge a 2 fois plus de gènes que nous. Donc, parce que tous ces hommes-là, ils pensaient qu'évidemment, l'être humain, forcément, comme on était les plus intelligents, c'était nous qui avons plus de gènes. Elle en manque de peau, l'orge en a 2 fois plus que nous. Et c'est une plante. Et alors là, ils sont très, très emmerdés parce que
Parce que comme il y a une partie immense de l'ADN qui ne comprennent pas, ils ont appelé ça junk ADN, ADN de merde. Pour eux, c'est l'ADN qui sert à rien. Ils sont tellement cons qu'ils pensent que la vie, depuis des millions d'années, fabrique cette molécule qui est la plus coûteuse en énergie du monde vivant pour rien. On fait ça pour rien, quoi. Ils sont d'un niveau de connerie, les généticiens, qui est absolument hallucinant. Les industriels des sciences de la vie, ce sont quand même, il faut quand même pas l'oublier dans le domaine agricole, ce sont quand même les gens qui fabriquent les produits en seed. Insecticides, nématicides, herbicides, fongicides, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de mort. Comme ces gens-là fabriquent aussi des plantes, des semences, donc les soi-disant organismes génétiquement modifiés, le but de ces gens-là, c'est aussi de séparer la production de la reproduction, c'est-à-dire de stériliser les plantes. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont dans une double logique de mort, puisqu'ils sont dans une logique de stérilisation du vivant et dans une logique de tuer, enfin dans une logique de biocide. Ces gens-là se présentent comme les industriels des sciences de la vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme renversement orwellien du vocabulaire. Là-dedans, on fabrique en ce moment je dis bien on fabrique, au sens de la manufacture, des tomates qui nécessitent, en gros, on peut dire, 1 kilo de tomates, c'est 1 kilo de fuel. C'est-à-dire que là, les gens ne consomment pas des tomates, ils consomment du fuel lourd, plus des engrais, plus de l'électronique pour piloter tous les systèmes, plus de la main-d'œuvre marocaine, qui est une main-d'œuvre souvent clandestine et qui vit dans les taudis un petit peu plus loin, là, au pied des usines de Berre. L'agriculture, c'est quand même quelque chose qui doit avoir encore une base de sol. Ici, c'est du hors-sol. Les serres verts que nous voyons, ce sont des serres où les tomates sont élevées sur des roches inertes, dans lesquelles on fait circuler une solution nutritive. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture. Et pourtant, on va continuer à appeler ça agriculture, comme on va appeler les tomates qui sortent de ces serres, on va appeler ça des tomates, on pourrait appeler ça des pétrotomates aussi. On s'aperçoit à quel point le vocabulaire est totalement trompeur, et le vocabulaire, disons, et ce n'est pas par hasard que ce vocabulaire trompeur est utilisé par les scientifiques et par les généticiens pour cacher ce qu'ils font. La génétique joue un rôle essentiellement idéologique dans cette affaire-là, et l'idéologie, ça consiste bien à exprimer les valeurs ou les envies ou les besoins des classes dominantes en prétendant que ces valeurs sont absolument naturelles et objectives. Une naturalisation, donc, des rapports sociaux. Et c'est ce qu'on a fait, donc il m'a fallu évidemment très longtemps pour débrouiller ce discours scientifique et génétique et pour m'apercevoir que ce discours était faux de A à Z. Pour moi, l'agronomie, consiste à faire gratuitement par la nature, et évidemment, je tremble en le disant, gratuitement par la nature, ce que nous faisons à coup de moyens industriels. On voit bien les obstacles absolument formidables, parce que pourquoi une société qui est toute entière organisée pour marchandiser absolument tout, comment une société de ce type pourrait-elle développer, mettre au point, disons, ou s'engager dans des méthodes de la gratuité? L'agronomie, c'est pour moi la science de la gratuité. Et ça, c'est totalement contradictoire et totalement subversif. Alors peut-être qu'il faudrait avoir un ministère de l'agriculture et de la gratuité. Ce serait pas mal, là. Je pense que là, on commencerait à s'engager, en effet, dans des voies qui permettraient de préserver l'avenir. On est en pleine crise alimentaire. On est à 20 jours de stock sur la planète en ce moment. Actuellement, si on ferme n'importe quel supermarché, on est incapable de se nourrir. 40% de l'alimentation arrive via l'Espagne, le reste via le Maroc ou le Kenya. La France, premier pays agricole d'Europe, ne se nourrit pas. La France importe 80% de ses compléments alimentaires animaux. Si vous retirez le soja brésilien, si vous retirez le manioc de Thaïlande, si vous retirez les crevettes de Thaïlande, etc., mais je suis désolé, les Français ne mangent pas. On ne peut pas à la fois toucher les subventions qui sont payés par la population européenne et en même temps avoir ce déni et ne pas participer à l'alimentation de la population française et européenne. Et moi je pense qu'ils font ça pour affamer les pays parce qu'ils commencent à en avoir, je crois que les riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres. Ça c'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres ça suffit, quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible. Donc si avec les biocarburants on pouvait en faire mourir un peu plus, ce serait quand même assez sympathique. Là on sent qu'il y a une vraie révolte des riches. Ils sont fatigués de tous ces pauvres. Ils ont un disque dur qui est bloqué, qui ne peut pas penser autrement que croissance, il faut produire, il faut tous les ans, il faut faire 7% de croissance, 10% de croissance. Ils ne peuvent pas penser autrement. Ils ne savent pas. C'est la croissance. Donc ils ne peuvent pas concevoir autre chose. Donc il faut qu'ils tombent. Et par contre, je suis sûr qu'en ce moment, une nouvelle civilisation se prépare. Si on souhaite vraiment refaire un modèle
agrobiologique qui va répondre simplement à la souveraineté alimentaire de la France, uniquement pour nourrir tous les Français, c'est plus d'1 million d'emplois, uniquement dans l'agriculture. Il va falloir développer un autre imaginaire, et cet autre imaginaire, c'est une autre façon de travailler. Alors peut-être que ça sera le partage du travail, avoir plusieurs métiers, être paysan, informaticien, électricien, mais de toute façon, il y aura cette dimension agricole en chacun de nous, et c'est ça qu'il va falloir restaurer. Et je dis que cultiver son jardin aujourd'hui, quand on en a la possibilité, c'est un acte politique, un acte de résistance. Tout le monde ne peut pas être à la campagne en train de cultiver son jardin, mais ceux qui sont en ville peuvent parfaitement se solidariser avec ceux qui sont à la campagne. Et ainsi, on fait un pont par-dessus, disons, toute la sphère affairiste. Et l'autonomie, c'est le maître mot aujourd'hui. Comme la loi du marché, elle fonctionne sur ses propres lois, si la survie devient un problème, la loi du marché ne se sentira pas forcément concernée. Parce qu'on ne fait pas de l'altruisme avec du commerce.